Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus, non pas nombreux, mais présents quand même. Ce soir, nous allons parler de la condition étudiante. Alors pourquoi la condition étudiante, notamment dans ce projet de 4515 ? Déjà parce que pour le projet 4515, j'ai appris via des amis qui avaient travaillé dans les archives, et c'est très intéressant à savoir ça, mais visiblement la résistance à l'époque au niveau de l'ULB était en fait surtout au niveau des étudiants. C'est-à-dire que c'était d'une certaine manière la base qui s'était opposée au nazisme, et pas tant les autorités que ça. Et donc on s'est dit, entre autres, que ce serait intéressant de justement parler des étudiants, pour une fois. Parce que ce n'est pas forcément la résistance avec les grandes figures légendaires, mais c'est aussi les étudiants qui se sont mobilisés, et qui se sont principalement mobilisés contre le fascisme. Mais aussi parce que, disons qu'aujourd'hui, en 2015, et donc c'est 45-15, d'où le fait qu'on parle aussi de 2015, eh bien, on constate une précarisation accrue des étudiants. Alors, j'ai lu quelques articles, notamment de Renaud Mas, qui est très intéressant sur le sujet. Je sais qu'il a aussi travaillé sur la question de la prostitution estudiantine, puisqu'apparemment, parmi les solutions adoptées par les étudiants précaires, eh bien, il y a des solutions extrêmes comme la prostitution. Mais bon, aussi, oui, extrême. Et ensuite, on a vu un accroissement, d'une certaine manière, des inégalités. Ce qui était très intéressant d'ailleurs dans l'article de Renaud Mas, c'était de voir certains témoignages qui prouvaient vraiment une certaine forme de reproduction des inégalités. On voyait certains fils de bourgeois avoir toutes les capacités, tous les tuyaux pour finalement trouver leur filière et les astuces dans leur filière, alors que les autres personnes, finalement, qui venaient d'un milieu plus populaire, ne connaissaient rien à ça, étaient un peu ballottées à droite et à gauche selon leurs envies et selon des référents qui n'ont finalement rien à voir avec des vrais savoirs théoriques. Et donc, j'ai pu aussi dire enfin que l'enseignement belge était apparemment l'un des plus inégalitaires et des plus élitistes de l'Occident, en tout cas de l'Europe, voire du monde. En fait, je ne sais plus si c'était du monde ou des pays développés. Voilà. Et donc voilà pourquoi d'abord nous avons parlé de la précarité avec notamment Renaud Mas, mais on a aussi décidé, parce que bon, c'est la résistance, de parler des mobilisations, c'est-à-dire du versant plus actif, on va dire, des étudiants. Et c'est là que justement entrera en jeu François Fecteau, qui a beaucoup travaillé sur la question du mouvement étudiant au Québec, et notamment de la grande grève de 2012 qu'on a appelée le printemps érable. Et donc je vais lui laisser la parole là maintenant pour qu'il en parle. Ça va durer une trentaine de minutes, et puis ensuite je passerai la parole à Renaud Mas qui répondra à mes questions. Donc bonne conférence. Est-ce que j'ai besoin du micro ou oui, pour aller vers la caméra. Alors, je vais parler dans le micro. Le point de vue d'où je vous parle aujourd'hui, en fait, je me présente François Fecteau. Ça fait 3 ans que je suis à Bruxelles. Je fais ma thèse de doctorat en sociologie de l'enseignement supérieur. Mais avant de m'expatrier, j'étais conseiller politique pour une partie importante du mouvement étudiant au Québec, qui est une organisation, une association étudiante pan-campus qui s'appelle la CADOL, donc c'est l'association étudiante de l'Université Laval, qui regroupe 30 000 étudiants de premier cycle à l'Université Laval. Alors, j'étais relationniste, conseiller, attaché politique pour cette organisation-là entre 2009 et 2012. Et j'ai milité avant pour le mouvement étudiant pendant environ 6-7 ans. Et j'ai fait aussi mon master de maîtrise sur la question de l'engagement étudiant au Québec. Donc, c'est le point de vue d'où je vous parle. Pendant la grève de 2012, moi où j'étais, je faisais un peu les relations politiques entre l'association étudiante et le Parlement de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, je faisais un peu les relations parlementaires, je faisais la promotion des positions de la CADOL, j'ai analysé le projet de loi 78 du mois de mai dont on va parler, et tout plein de trucs, donc préparation d'entrevue avec la présidente, communiqué de presse, stratégie média, etc., etc. Et donc, probablement que vous êtes déjà familier avec la rétrospective de la grève étudiante de 2012. On va la faire rapidement. L'objectif de l'exposé, en fait, c'est de repartir des faits des grandes mobilisations de 2012 et d'analyser un peu quels ont été les gains du mouvement étudiant, mais également de voir un peu les complications qui autour de ces gains-là et les différentes stratégies de mobilisation, de prise de position que les associations étudiantes pan-campus ont pris
consulter leurs étudiants. Donc, on sait qu'au Québec, de plus en plus, il y a des problématiques importantes en termes à la fois de mobilisation. 2012 a été une belle exception, mais aussi au niveau de la sensibilisation des jeunes à s'engager dans les assemblées générales, à prendre position même en faveur du gel des droits de scolarité. Ça devient de plus en plus un enjeu qui est très problématique en fait. Donc, on va repartir du budget 2011-2012 dans lequel le gouvernement libéral, le 18 mars 2011, a annoncé la hausse de 1 125$ sur 5 ans. Alors, ça c'était au printemps 2011. Alors, il y a eu tout un été de consultation des étudiants, des associations étudiantes entre elles, pour monter un plan stratégique de campagne, évidemment. Il y a eu l'automne 2011, qui était un automne où ça a été plus des actions spontanées, surtout organisées par les exécutifs Pan-Campus, donc autant des exécutifs de cégep ou d'associations universitaires, départementales, facultaires ou Pan-Campus. Et finalement, on arrive au 3 décembre 2011, où il y a la formation de la classe, donc la coalition large de l'AC, dans la petite ville de Valleyfield, d'où je viens d'ailleurs. Et donc, la classe, qui s'affiche comme mouvement un peu plus radical, pas de façon péjorative, mais qui va vraiment au sens des choses, donc qui se positionne en faveur de la gratuité scolaire comparativement à la FEC, la FERC ou la TASEC, qui eux sont des organisations plus modérées, qui vont axer plus sur des stratégies de lobbying avec le gouvernement, tandis que l'AC va souvent être l'organisation qui va avoir tendance à déclencher plus de grèves et à y aller dans un rapport beaucoup plus de confrontation avec l'État. Donc, formation de la classe le 3 décembre 2011 et la grève qui débute en février. Donc, ça part doucement, mais au cours du mois de février et mars, ça s'accélère et de plus en plus d'associations étudiantes, autant Pan-Campus au niveau universitaire que des associations de cégep vont faire grève et vont prendre les rues de Montréal, notamment dans 4 grandes manifestations, donc le 22 mars, le 22 avril, le 22 mai et le 22 juin. Et parmi ces 4 manifestations-là, il y a 3 manifestations qui regroupent 200 000 étudiants dans les rues de Montréal. Donc, je ne sais pas si vous imaginez 200 000 personnes dans une métropole, c'est énorme. Et ça, c'est sans compter les 50 manifestations nocturnes qu'il y a eu, donc de 3 000 personnes et plus. Donc, imaginez à Bruxelles, chaque soir, des regroupements de 3 000 étudiants qui circulent dans toutes les rues de Bruxelles, avec toutes les arrestations policières, évidemment, que tout cela engendre. Et donc, c'est un peu le portrait du mouvement, et la fin du conflit se solde par l'élection du Parti québécois le 4 septembre 2012, et le tout mettant fin au dégel annoncé par les libéraux. Donc, portrait très rapide, j'en conviens. J'ai fait ça rapide pour qu'on puisse passer plus de temps sur le bilan, parce que bon, le mouvement étudiant du Québec, on en a fait l'éloge, vous en avez entendu parler, donc on va pas se mettre à baver sur toutes les grandes manifs qu'il y a eu. Je pense que c'est mieux de passer à l'analyse directe. Donc, le bilan que moi je fais du mouvement étudiant de 2012, c'est que le mouvement étudiant québécois a probablement gagné la bataille la plus importante de son histoire, mais a aussi perdu une des guerres les plus importantes, c'est-à-dire celle de la fin du consensus sur le gel des droits de scolarité. Consensus qui avait été remis en question pour la première fois en 1989, lors du premier dégel qui avait été fait par les libéraux, qui a été regelé par le Parti québécois en 1994, qui a été redégelé par les libéraux en 2007, mais la question des droits de scolarité ou de la contribution étudiante au Québec, ça a toujours été une espèce d'ambivalence entre est-ce qu'on devrait faire le gel ou on devrait dégeler fort les droits de scolarité. Donc, l'indexation a toujours été une espèce de sujet tabou. Et donc, ce que le Parti québécois a fait une fois qu'il a été élu, ça a été, oui, de mettre fin à l'annonce drastique du dégel des droits de scolarité qui avait été annoncé par le Parti libéral, mais également d'enchasser
la question de la contribution étudiante dans la question de l'indexation des droits de scolarité à une hausse de 3% à l'infini. Donc, à chaque année, au Québec, on hausse le minerval de 3%. Donc, c'est un peu le principe de la grenouille dans l'eau bouillante, si on veut. Alors, les étudiants qui s'aperçoivent pas trop que leur facture augmente d'année en année, parce qu'après tout, c'est juste un petit 3%, mais dans 10 ans, dans 20 ans, si on fait une rétrospective historique, on va s'apercevoir qu'effectivement, le 3% sur 3% sur 3%, ben, ça donne plusieurs pourcentages. Et donc, c'est toute la problématique que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est, bon, où en est le mouvement étudiant québécois par rapport à cette fameuse question-là de l'indexation, et c'est pour ça qu'on parle du mouvement étudiant de 2012. Donc, pourquoi je dis que c'est une bataille importante? Parce qu'évidemment, si le mouvement étudiant québécois avait laissé passer la hausse de 1625 $, ben, ça n'aurait pas été nécessairement juste une hausse de 1625, mais peut-être qu'on aurait été aujourd'hui, comme en Angleterre, on aurait eu une modulation des droits de scolarité selon le revenu espéré, donc avec des droits de scolarité aussi importants que ceux dans le reste du Canada, ou peut-être même comme aux États-Unis, qui sait. Donc, première chose, le mouvement étudiant en 2012 a permis de lancer un message clair, c'est-à-dire on ne peut pas toucher à cette question-là n'importe comment. Le deuxième truc, c'est que de façon plus concrète, le mouvement étudiant, la forte mobilisation, a obligé l'opposition officielle, c'est-à-dire le Parti québécois, qui est un parti dont c'est discutable, mais parfois centre-gauche, parfois centre et parfois très à droite, ça a obligé le Parti québécois quand même à se positionner en faveur du gel des droits de scolarité, ce qui n'est pas forcément évident au Québec. Donc les partis de centre souvent vont avoir tendance à opter pour l'indexation, une position plutôt raisonnable. Donc l'indexation n'est pas de ce point de vue-là considérée tant comme une position très à droite qu'une position consensuelle, une position raisonnable. Donc le mouvement étudiant a forcé le Parti québécois à se positionner et même à porter le carré rouge et à frapper la casserole avec le reste des étudiants et des familles au printemps. Ce que le mouvement a aussi permis, c'est d'augmenter la grogne dans la population québécoise. Grogne qui était déjà déclenchée par les allégations de corruption et de collusion auxquelles le Parti libéral faisait face depuis déjà plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans un contexte où on remettait de plus en plus en question la légitimité de gouverner du Parti libéral due à la collusion et la corruption dans les contrats octroyés dans le champ de la construction, le mouvement étudiant a réussi à positionner l'enjeu alors que l'opinion publique n'était pas du tout derrière lui. Donc, vite fait, si on compare l'ensemble des batailles du mouvement étudiant qui ont été gagnées, il y a eu quelques-unes de ces batailles-là qui ont été des batailles qui ont été gagnées par l'opinion publique. Par exemple, en 2005, la première fois où justement le carré rouge a été mis de l'avant comme symbole de mobilisation, en 2005, c'était la coupure dans les prêts et bourses. Donc, à ce moment-là, le Parti libéral menaçait de transformer tous les prêts étudiants, toutes les bourses étudiantes en prêts. Alors là, c'était facile pour le mouvement étudiant de promouvoir dans l'espace public la légitimité de la cause, c'est-à-dire on s'attaque aux plus pauvres. Tandis que la question des droits de scolarité ou du minerval, c'est toujours une question au Québec qui fait moins consensus. Et donc, à peu près 60-70% de la population en 2012 était en faveur de la mesure du gouvernement de Jean Charest. Donc là où s'est fait le gain ou la bataille pour l'opinion publique, c'est pas tant de convaincre la population que les droits de scolarité, la hausse des droits de scolarité est une mauvaise chose, mais plutôt de faire passer le gouvernement libéral, dont Jean Charest à la tête, comme un mauvais père de famille, comme un type qui ne sait pas gérer un conflit social. Et Jean Charest nous a fait deux cadeaux immenses. Le premier cadeau étant lorsqu'il a annoncé son plan Nord à la Chambre de commerce à la fin du mois avril, où il a proposé d'offrir aux étudiants des jobs dans le Nord, comme on dirait au Québec, donc d'offrir du boulot dans le Nord avec les Autochtones. Donc, et s'est permis une très grande arrogance dans sa présentation à la Chambre de commerce, alors qu'à l'extérieur,
ça saignait, il y avait des blessures importantes, autant de la part du mouvement étudiant que du côté policier. Donc, il y avait une espèce d'arrogance qui a été vue par la population pour la première fois où le premier ministre du Québec a eu l'air un peu au-dessus de ses affaires. Le deuxième cadeau qu'on a eu, c'est la loi 78, ou la loi 78 qui a permis d'élargir la grève étudiante à un mouvement de colère plus grand des Québécois et qui a permis aussi d'augmenter la grogne générale et encore une fois de faire perdre la crédibilité au gouvernement Charest. Donc, tout ce contexte-là, plus la pression qui a été mise sur le gouvernement pour déclencher une enquête publique sur l'industrie, les travaux octroyés dans l'industrie de la construction, a fait en sorte que le gouvernement a déclenché une élection qui a été gagnée par le Parti québécois, qui a ensuite déclenché un sommet sur l'enseignement supérieur. Résultat de ce sommet-là, évidemment, on a annulé le dégel des droits de scolarité, évidemment, on a annulé la loi 78, mais on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a diminué le crédit d'impôt que les étudiants ont au Québec. Donc, quand par exemple tu as une dette étudiante ou tu as payé des droits de scolarité, tu as droit à un crédit d'impôt. Donc, quand tu payes des impôts, tu as droit à un remboursement sur ton revenu, sur les impôts que tu vas payer. Cette mesure-là est quand même discutable, donc il n'y a pas trop de consensus à savoir si c'est vraiment une bonne mesure de justice sociale ou pas. Mais bon, ça fait quand même perdre beaucoup de revenus aux étudiants gradués. Mais le deuxième truc, c'est la fameuse indexation des droits de scolarité qui enchâsse la contribution étudiante dans un principe d'utilisateur-payeur où c'est vraiment la marchandisation de l'éducation qui est enchâssée dans un principe. Et donc, le mouvement étudiant n'a pas su se mobiliser contre l'indexation des droits de scolarité pour les mêmes raisons que le mouvement étudiant 2012 a réussi à renverser la hausse drastique du dégel des droits. Donc, je m'explique. Une des problématiques du mouvement étudiant québécois dans les 10 dernières années, c'est pour les associations étudiantes pan-campus universitaires de prendre une position solide sur, par exemple, le gel du Minerval dans une perspective de gratuité scolaire. Ça devient de plus en plus difficile parce que les campus étudiants au Québec sont divisés entre une gauche et une droite qui s'entrechoquent. Donc, d'une part, la gauche plus radicale, mais à la fois, personnellement, je suis pour la gratuité scolaire, donc j'appelle ça la gauche radicale, mais à mon avis, elle a raison, de promouvoir la gratuité scolaire, et une gauche plus modérée qui va se contenter du gel du Minerval, mais dans une perspective de gratuité quand même. Et l'autre côté de la médaille, il va y avoir les gens qui sont pour un dégel drastique, tel que le proposait le Parti libéral du Québec, et les gens qui passent pour des modérés, qui sont pour une indexation légère de la hausse des droits de scolarité, pour justement qu'on arrête de parler de dégel drastique ou de gel à tout prix, et qu'on règle la question telle que le fait le Parti québécois. Le succès du mouvement de 2012, ça a été pour les associations étudiantes pan-campus de dire on ne fera pas tant nos consultations sur une question idéologique, à savoir consulter ses membres sur êtes-vous en faveur du gel, de la gratuité, de la modulation des droits de scolarité selon le revenu espéré, d'une indexation de 3, de 2 ou de 1%. Ça va plutôt être est-ce que vous êtes en faveur de cette hausse-là, oui ou non? Donc, êtes-vous en faveur d'avoir une augmentation de 625 $ sur 5 ans? Et ça, ça a permis le fait de consulter ces étudiants sur une question aussi pointue, aussi particulière, qui est de pointer l'exagération de la hausse des droits de scolarité. Ça a permis de créer des solidarités entre les gens qui étaient pour l'indexation et les gens qui étaient pour le gel. Parce que plutôt que de consulter les étudiants sur le gel, donc êtes-vous en faveur du gel ou non, et de se mettre à dos les gens qui étaient pour l'indexation, on a réussi à convaincre les gens qui étaient pour l'indexation, donc pour une hausse modérée du gel des droits de scolarité, de les faire aussi sortir dans la rue. Donc de dire, OK, toi, tu es pour l'indexation des droits de scolarité, correct, on jasera de cette question-là plus tard. Mais est-ce que tu es pour cette hausse-là qui est de 1625 $? Non, donc tu te joins à nous et on va se mobiliser ensemble. Ça a été ça le succès de 2012, ça a été de ne pas diviser les gens qui étaient pour l'index et pour le gel des droits de scolarité. Le problème, c'est que lorsque on pointe tout le monde ensemble
le 1625 $ et qu'on dit ça, ça passe pas, ben, dès qu'il y a une contre-offre de la part du gouvernement, le mouvement étudiant est un peu pris avec une absence de position idéologique. Ce qui était un des gros problèmes lors du sommet, c'est-à-dire le Parti québécois nouvellement au pouvoir, on va dire aux associations étudiantes, « Ok, c'est cool, on a aboli la mesure du Parti libéral, maintenant on fait quoi? » Et bien, probablement que la moitié des associations étudiantes en campus au niveau universitaire n'avaient pas de position. Ce qui est le cas d'ailleurs, ce qui est toujours d'ailleurs le problème de la CADOL, qui est difficilement parvenu à avoir une position sur le gel des droits de scolarité depuis 2007. Donc, il y a des associations étudiantes comme ça qui ne parviennent juste pas à avoir de mandat consensuel sur la question de la contribution étudiante. Et donc, après, on ne se surprend pas que lorsqu'un nouveau parti au pouvoir, par exemple, veut mettre l'indexation des droits de scolarité de l'avant, ben, il n'y a aucune opposition parce qu'il y a très peu d'oppositions qui sont viables et qui réussissent vraiment à créer de la solidarité, à faire sortir des gens dans la rue. Donc voilà, c'était le topo principal. Donc je passerai la parole à mon collègue Renaud. Parfait, ben, tu nous as laissé encore plus de temps, donc c'est vraiment bien pour Renaud et pour le public aussi. Alors Renaud, moi je vais plutôt te poser des questions précises. Alors la première que je t'ai envoyée, c'était... alors on dit souvent que l'université se massifie. Et je voudrais savoir, en fait, est-ce que tu constates une augmentation des classes populaires au sein des universités et des établissements d'enseignement supérieur? Donc il faut dégager deux notions, la notion de massification, la notion de masse, et puis la notion de démocratisation, celle qui fait que des milieux populaires peuvent avoir accès à l'université. Je vais faire un jeu de mots un peu littéraire sur, d'un côté il y a la masse, de l'autre côté il y a la puissance, mais c'est très mauvais goût. Donc en fait, fondamentalement, on est dans l'enseignement supérieur en communauté française de Belgique dans un phénomène assez particulier où on a eu depuis les années 60 une série de vagues de massification, c'est-à-dire d'augmentation de l'accès à l'enseignement supérieur à toute une série de personnes qui en étaient exclues. La première grosse massification, celle qui va de 60 à 85, c'est l'accès des femmes à l'université. Et à l'enseignement supérieur en domaine général, c'est-à-dire que jusque dans les années 80, et y compris dans les années 80, la probabilité que des jeunes filles accèdent à l'université était relativement faible en comparaison à toute donnée sociologique égale par ailleurs à celle des jeunes hommes. Et puis aujourd'hui, il y a une inversion. C'est d'ailleurs un truc un peu amusant. Il y a plus de jeunes filles qui en données sociologiques égales peuvent avoir accès, surtout pour les classes les moins aisées. Mais donc on a eu cette première vague-là, puis on a eu une deuxième vague-là qui en fait a surtout été l'accès des classes moyennes et moyennes inférieures aux premières années de l'enseignement supérieur, mais pas forcément à l'université. Et ça, c'est quand même une spécificité très belgo-belge, c'est que l'université reste très largement endogame. Elle reproduit les universitaires dans la grande majorité. Donc voilà, je pense que ça répond déjà un peu. Juste un petit chiffre que j'aime bien rappeler. En fait, en 98, quand on se promenait sur le campus, on avait 4 fois plus de chances de trouver quelqu'un qui avait une mère universitaire que de trouver une femme universitaire lorsqu'on se promenait ailleurs dans la rue. Et en 2005, ce rapport est passé à 6. C'est-à-dire qu'il y a 6 fois plus de chances de trouver quelqu'un dont la mère est universitaire en se promenant sur un campus que de trouver une femme universitaire dans la rue. Ce qui est très angoissant, parce que ça signifie que globalement, a priori, il y a une fermeture progressive des universités depuis 1999, quelque part par là, et que rien n'a été fait pour endiguer le phénomène, donc a priori, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas dégénéré depuis. Merci. Alors, justement, pour surenchérir sur cette question, pourrais-tu me dire quelle est la situation socio-économique des étudiants aujourd'hui, enfin des étudiants supérieurs? Est-ce qu'on voit une augmentation des inégalités?
Et donc la réponse sur la question des inégalités, c'est clairement oui, il y a une augmentation des inégalités à l'intérieur du système lui-même. Et ça, c'est quand même une spécificité depuis le début des années 2000. C'est qu'en fait, on a créé progressivement une démocratisation, une massification à deux vitesses. L'université a continué à accroître un petit peu son public, mais surtout dans les premiers cycles, où d'ailleurs elle ne met pas beaucoup de moyens, ce qui explique qu'on ait des auditoires surpeuplés, ce qui est un moyen très efficace de faire un filtre social. Et on le sait bien, il y a plusieurs études qui l'ont montré, plus vous avez des grands auditoires, plus vous faites en sorte que seuls les étudiants qui ont en fait un background familial et une préparation préalable suffisante puissent survivre. Et par suffisant, je veux dire qu'ils ont fréquenté une très bonne école du secondaire. Par exemple, ici à Bruxelles, pour les citer, vous avez d'HB, Cato, ça c'est pas mal, ça vaut la peine de les suivre, parce que effectivement, ça vous permet de survivre dans un auditoire de 600 étudiants. Si vous sortez d'une école un peu moins sympa, située dans une commune qui fait un peu la une de l'actualité ces derniers temps, vous avez relativement peu de chances de survivre au sein de l'auditoire. De là à finir délinquant, vendant du shit et radicalisé, il y a une simplification sociologique que je ne voudrais pas du tout opérer et qui m'énerve très fort d'ailleurs, mais voilà, disons qu'il y a quand même une réalité là, et donc qu'est-ce qui se passe quand les gens ratent à l'université et qu'ils viennent d'un milieu plus précarisé? Très logiquement, soit ils se retrouvent dans l'enseignement supérieur des hautes écoles, généralement vers le type court, soit, et c'est devenu finalement la situation la plus probable, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, qui en fait l'office aujourd'hui de bouée de sauvetage, et qui explique les scores excellents de la Belgique en matière de diplomation de sa population jeune. Si vous enlevez l'enseignement supérieur de promotion sociale, vous vous rendez compte qu'en fait, on ne diplôme pas énormément de jeunes au sein du système d'enseignement supérieur en Belgique. Donc voilà. Alors par rapport à la question de la situation socio-économique elle-même, je pense que ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'on est dans des systèmes qui se dualisent. Et donc, on a d'une part, d'un côté, dans certaines filières, des gens qui sont de plus en plus aisés. Si je prends un exemple très ULBiste, Solvay s'est élitisé dans son public de manière très significative. On a de plus en plus de gens issus de milieux extrêmement, mais pas extrêmement, je veux dire, extrêmement favorisés. Et puis on a aussi des filières qui, elles, commencent à ne plus du tout avoir de mixité, mais beaucoup moins dans les universités. Mais là, par contre, si vous prenez certaines sections techniques dans le type cours des hautes écoles, vous allez voir que là où avant il y avait une classe moyenne supérieure qui pouvait encore venir, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Merci. Et bien alors, justement, qu'est-ce que fait l'État pour améliorer la situation des étudiants? Est-ce que c'est assez ou pas? Alors, d'abord, que fait l'État? Alors, le problème, c'est que poser cette question en Belgique, c'est un peu poser la question de que font les États, puisqu'on est dans un système fédéral un peu complexe, où les niveaux de compétences se répartissent de manière parfois un peu compliquée pour ce qui est des étudiants. Alors, qui peut intervenir pour les étudiants? Normalement, le niveau de compétence, c'est ce qu'on appelait autrefois la communauté française de Belgique, que certains flamands appellent toujours la communauté française de Belgique, et qui en fait s'appelle aujourd'hui la Fédération Wallonie-Bruxelles, surtout les drapeaux, et pas vraiment dans la Constitution, mais c'est pas grave, la Constitution, après tout, c'est quelque chose qui se modifie en urgence lors d'un vote en Parlement. Bref, ce qui est intéressant, c'est que la communauté française, c'est sans doute le pouvoir le plus désargenté que vous puissiez trouver. Et donc, la communauté française qui a les deux outils principaux pour venir en aide aux étudiants, à savoir d'une part les allocations d'études et d'autre part tous les financements des aides sociales directes octroyées par les établissements d'enseignement supérieur, cette communauté française, elle n'a pas du tout les moyens de faire quelque chose de conséquent. Alors, elle fait des bourses d'études qui suffisent à peine à payer le matériel pédagogique du premier mois à l'université. Et au niveau des aides sociales des institutions,
généralement, c'est organisé sous forme d'une aide résiduaire qui est souvent plafonnée aux alentours de 200, 400 euros par mois pour des gens qui sont vraiment dans des situations sociales très difficiles. On estime que sur Bruxelles, pour pouvoir vivre décemment par mois, un étudiant a besoin minimum 950 euros. Voilà, je pense que ça dit tout. Alors, à partir de là, il y a peut-être d'autres interventions potentielles nécessaires. Celle du CPS, mais alors là on rentre dans des situations extrêmement complexes puisque chaque CPS dépend de chaque commune et de la politique locale, et donc là on a des inégalités terribles, des inégalités de traitement terribles, et éventuellement on peut avoir d'autres types d'aides qui peuvent intervenir, qui sont des aides la plus indirectes, via la construction de logements, via la région, etc. Alors là quelques efforts ont été faits, surtout en Wallonie, mais sur Bruxelles, ça reste largement insuffisant. Donc globalement, est-ce que l'État fait assez? Ben non, l'État ne fait pas du tout assez. L'État fait même de moins en moins, puisqu'à chaque restriction budgétaire, on donne un peu moins d'argent aux étudiants. Et donc, pour prendre un exemple très très concret, la bourse d'études qu'on octroie aux étudiants, il faut tenir compte évidemment de la massification, etc., mais elle a quand même dévalué de l'ordre de la moitié de sa valeur depuis le milieu des années 70. Voilà. Mais alors, quels sont les moyens utilisés aujourd'hui par les étudiants justement pour on va dire, remédier à ces situations, notamment pour financer leurs études en cas de précarité? Alors, donc, ce qu'on voit depuis des années, et ça a été encouragé largement par les pouvoirs publics, c'est une explosion du job étudiant. Alors, cette explosion a été permise notamment par l'assouplissement des lois sur le travail étudiant. Cela a aussi été rendu possible par le fait que certains dispositifs, comme les CPS, forcent les étudiants, et de plus en plus de manière proactive, à jobber pendant des périodes qui sont dites compatibles avec les études. Alors il faut savoir qu'un CPS considère souvent qu'une période compatible avec les études, c'est par exemple le mois de juillet, même si on a une seconde session, même si voilà. Mais il n'est pas rare, je vais prendre un exemple très concret qui est tout près d'ici, que certains CPS, sur certains dossiers, considèrent que une seconde session, 3 examens, ça ne nécessite pas d'étudier beaucoup plus qu'une semaine, et donc de considérer que deux mois de job étudiant, c'est quelque chose de tout à fait compatible avec la vie d'un étudiant. Donc, le job étudiant, c'est une réalité, il y a vraiment une explosion. Job déclaré, mais aussi évidemment job au noir. Et le secteur de l'ORECA, en particulier, qui n'arrête pas de demander des extensions du régime de job déclaré, en fait, pourrait tout aussi bien s'en passer, vu qu'il a une explosion significative depuis 10 ans maintenant du nombre de jobistes étudiants non déclarés. Autre possibilité, de plus en plus fréquente, avec là un triplement de population sur les 10 dernières années, les recours au CPS. Ça, c'est devenu vraiment monnaie courante, avec de nouveau toutes les difficultés qui se posent, parce que les CPS, c'est quand même des trucs assez contraignants. Juste pour prendre un exemple de contrainte, pour pouvoir bénéficier d'une aide sociale du CPS, il faut démontrer que les études qu'on suit augmentent ses chances d'insertion socio-professionnelle. Mais le problème, c'est qu'en plus, on doit démontrer ça souvent devant un comité spécial qui est composé de gens qui savent rien sur l'insertion socio-professionnelle, qui savent rien sur l'organisation des études, ou alors qui savent un peu trop bien des choses parce qu'ils sont professeurs dans une institution, et à la limite c'est les pires. Parce qu'eux, ils ont toute leur représentation assez pourrie de ce que peut être une bonne filière ou une mauvaise filière. Il y a notamment des professeurs de notre alma mater qui siègent dans certains comités spéciaux qui m'ont expliqué que pour eux c'était logique d'interdire à un étudiant de faire philo, parce que voilà, philo, ça ne place pas sur le marché du travail. Et pourtant, ce sont des professeurs éminents de département de sciences humaines. Hein, donc, voilà. Les noms, je les donne qu'après la 3e bière. Enfin, bon. Qu'on apporte 3 bières. On avait là un bac. Mais alors, pour terminer justement sur cette question-là de ce que font les étudiants pour résoudre leurs problèmes de précarité. Oui, et bien justement, je voulais savoir, tu as spécifiquement étudié les cas de prostitution étudiante. Alors, je voulais juste savoir, est-ce que c'est un phénomène répandu, et notamment dans notre université,
Ou est-ce que c'est aussi en augmentation ou pas? Donc là, je ne donnerai pas les noms du tout. Mais donc, par rapport à la question de savoir si c'est un phénomène répandu, je ne pense pas. Je n'ai pas de réponse facile à donner à cette question parce que c'est très difficile de faire une étude quantitative sur la prostitution. Pour la bonne et simple raison que quand on demande à quelqu'un êtes-vous une pute, a priori il n'a pas envie de dire oui, non, moi j'ai un questionnaire. Voilà. Donc c'est très difficile de... Voilà. Maintenant, ce qu'on sait, c'est parce qu'il y a une série d'études longitudinales un peu bien foutues qui ont été faites en France et aussi en Grande-Bretagne, c'est qu'un peu partout en Europe, mais surtout chaque fois qu'il y a des phénomènes où un système d'enseignement supérieur s'élitise, et il y a une précarisation de toute une frange de la jeunesse, ce qui est le cas typiquement en Belgique, un peu moins fort qu'en Grande-Bretagne bien sûr, mais de manière assez proche quand même de certains cas français. On a une augmentation de la prostitution étudiante. Bon, voilà. Moi, ce que j'ai fait comme travaux, c'est une enquête de terrain où j'ai essayé de voir si ça existait. Parce que moi, j'étais même pas sûr à la base que ça existe. Et puis, en fait, en un mois et demi, j'ai recueilli 27 propositions de témoignages. Pour finir, j'ai vu une vingtaine d'étudiants. Et là, j'étais confronté à des situations d'isolement et de précarité comme j'en avais rarement vu, en tout cas, comme j'imaginais pas que ça pouvait même exister à l'université. Je veux dire, là, il y a quand même vraiment un truc où il y a des mécanismes de précarisation, mais qui sont des mécanismes de précarisation qui sont liés aussi au fait de ne pas avoir de lien social. C'est aussi un problème au sein de l'institution. Ça veut dire qu'on n'arrive pas non plus, enfin la plupart de ces étudiants n'arrivent pas non plus à trouver leur de place à l'intérieur de l'université. Alors, est-ce que ça existe au sein de cette université? Oui, parce que moi j'ai rencontré pas mal d'étudiants qui étaient concernés, qui voilà, fréquentaient cette université. Tu as rencontré aussi des hommes? Alors, il y a une spécificité à la position étudiante. Tu as l'air de bien flipper sur ce thème-là. Il y a une spécificité à la position étudiante, c'est qu'elle est en proportion un peu plus masculine que l'ensemble de la prostitution hors du monde étudiant. Et ça, c'est un truc qui a été notamment monté en Australie, au Royaume-Uni. Et moi, dans ma récolte de témoignages, je sais que j'ai eu un peu plus de témoignages de mecs. Mais alors, ce qui est important à noter, c'est que c'est une prostitution homosexuelle. Ça rejoint assez fort les travaux sur l'ensemble de la prostitution. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très très peu de femmes qui sont clientes. C'est un truc qui culturellement est beaucoup plus rare. Enfin, c'est lié, ouais. Voilà. Et donc voilà. Maintenant, ça reste quand même en grande majorité des jeunes filles qui sont concernées. Et je voudrais dire juste un truc par rapport à ça, parce que tu as parlé de prostitution estudiantine tout au début. Je n'utilise plus jamais l'adjectif estudiantin, parce que estudiantin, ça renvoie en français, pas de Belgique, mais en français de France, à quelque chose de joyeux, quoi. Le folklore estudiantin, les balles, c'est estudiantin, tout ça. Et en fait, moi, ce que j'ai rencontré dans la prostitution étudiante, c'était tout sauf joyeux. C'est des situations de précarité, mais extrêmes, mais qui sont à l'antithèse des images et des représentations qui peuvent même être légion dans le corps académique ici. Parce qu'on a toujours cette image de la petite étudiante qui, pour se payer les entrées au Mirano, ou parce qu'elle aime bien le champagne, se prostitue auprès de quelques charmants vieux hommes prêts à donner un petit peu d'argent. C'est pas du tout les situations que j'ai rencontrées, jamais. Et donc, voilà, cette image est un peu un gros problème, parce que dès qu'on essaie de faire un travail sérieux, comme on n'arrive pas dans ce type de représentation, on se fait vite blackbouler, voire hurler dessus par certains qui disent que vraiment, c'est pas un dossier intéressant, surtout quand on met en évidence que, allez, ça je vais quand même lâcher, dans notre alma mater, il y a aussi des clients.
y compris parmi le corps professoral. Mais pourquoi il n'y en aurait pas dans le corps professoral des universités? Et là, il faudra vraiment plus que 3 bières. Merci pour ces informations et pour te répondre, non je ne trie pas, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que la question de la prostitution de manière générale me semble être assez, comment dire, non pas centrale mais intéressante dans la société dans laquelle on se trouve. Et je ne pense pas que c'est folklorique, non. C'est juste que étudiantin, en tête, c'était plutôt l'adjectif et autre chose. Mais comme tu as été assez vite, en fait, j'aurais juste une petite question à poser en conclusion avant de passer aux questions publiques. Mais on a parlé de ce que faisait l'État pour aider les étudiants, mais on n'a pas vraiment parlé de ce que faisait l'université pour le coup, pour aider les étudiants. Et notamment, je sais que tu as pu dire qu'il y avait un problème dans les espèces de moyens utilisés, puisqu'ils ne cherchaient pas à rompre avec le système, mais ils cherchaient juste à comment dire, faire des mesures sur le système. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ce propos? Oui. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que les universités voient la question sociale comme étant de la charité depuis leur création. Et c'est la charité qui est un peu particulière, parce que c'est la charité qui est financée par l'argent des impôts des gens, puisque en grande majorité, les aides sociales qui sont données sont financées via un système lié à une loi qui date de 1960, qui donne aux universités des moyens pour construire des homes estudiantins. C'est comme ça que c'était dans le texte, hein, c'est estudiantins, donc ils sont joyeux. Quand on voit l'état des cités, on peut se demander si c'est si joyeux que ça. Des restaurants et éventuellement des aides type services sociaux et médicaux. Et donc, il y a toute une série d'institutions, dont l'ULB, qui ont fini par utiliser une partie de ces fonds sous forme d'aide directe, donc d'octroi d'argent, et jusqu'à il y a peu, cet octroi se faisait aussi via une série d'aides matérielles. Maintenant, c'est plus une dotation financière qui est donnée d'un coup. Mais tout ça est pensé à la marge du système universitaire. C'est-à-dire, on se dit, voilà, on a nos pauvres, on va mettre en place un système pour les aider. On ne se dit pas du tout, en fait, il y a un problème fondamental, c'est que l'université reproduit les inégalités via l'ensemble de sa structure. Depuis l'organisation de ses cours, jusqu'à la manière dont on conçoit les syllabies. Je veux dire, j'ai fait l'expérience un jour d'amener un syllabus de première année dans une classe de technique à Charleroi. Un syllabus d'introduction d'un cours de philo, voilà, dans une classe à Charleroi, une école technique, en dernière année. Et j'ai demandé au prof de cette classe de lire et de résumer les 3 premières pages. Il était incapable, c'était le prof. Hein. Il était incapable de le faire. Incapable, il ne comprenait rien. Et pas de bol, c'était le prof qui avait en charge, en fait, le cours de morale / philo, comme ils organisent à Charleroi, des trucs un peu bizarres. Alors, on sait que si déjà les profs de morale / philo, ils n'y arrivent pas, comment est-ce que vous voulez que ces élèves puissent y arriver? Et donc, il y a là quelque chose qui montre qu'il y a un fossé qui est dramatique, quoi, qui est dramatique entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Mais personne dans l'enseignement supérieur n'est prêt à se dire à un moment, mais qu'est-ce qu'on fait pour combler ce fossé? La seule réponse, et celle que donne d'ailleurs le recteur de l'ULB à longueur d'interview, c'est de dire, finalement, le problème, il est peut-être soit dans les capacités des élèves, ce qui est dégueulasse à dire, parce que ça, c'est très faux, soit, à moins de croire dans les capacités innées et d'être légèrement très loin dans sa réflexion, soit, autre possibilité, mais c'est à la faute du secondaire, et puis le secondaire, il doit un peu mieux performer, quoi. Merde. Oui, sauf qu'en fait, l'université forme une grande partie des profs de secondaire, elle forme les directeurs d'établissement, elle établit les programmes, parce que les comités de programme sont quand même, c'est quand même des universitaires qui les font, hein, je veux dire, voilà. Tous les inspecteurs qui vont vérifier le système scolaire sont universitaires. Essayez de trouver des non-universitaires dans un cabinet politique chargé d'enseignement supérieur, bonne merde. Chargé d'enseignement, je veux dire, bonne merde, vous allez trouver quasi que des universitaires. Et donc, non, on ne peut pas dire l'université, finalement, c'est pas sa faute. L'université est centrale dans l'organisation de l'enseignement, donc
je pense qu'elle a une responsabilité fondamentale, et je pourrais continuer comme ça pendant des heures sur l'ensemble de tous les dispositifs. Je pense qu'il n'y a aucune réflexion globale sur, dans le fond, comment est-ce qu'on devrait transformer profondément l'université pour en faire autre chose qu'une machine à reproduire des inégalités. Ce qu'elle n'est pas uniquement, ça c'est juste ce que je voulais quand même rajouter. Je vais rajouter que tout n'est pas complètement noir à l'université, il y a toujours des zones un peu particulières, il existe des failles dans le système, des infractuosités qui font que des gens arrivent à s'en tirer, souvent grâce à des hasards, grâce à des rencontres, grâce à des profs un peu plus géniaux que les autres, qui s'intéressent souvent à la question. Mais je pense que, et ça c'est pour revenir dans le noir et le très angoissant et pour lier sur la question de la mobilisation, nous sommes en train d'assister dans l'ensemble des universités de la communauté française à une mise au pas des institutions et des professeurs un peu intéressants. Et que la plupart des filières qui avaient des rôles, en termes d'ascension sociale, des véritables rôles où elles étaient efficaces, comme les sciences du travail de l'ULB, qui est un exemple très très concret de filière, sont en train de devenir des filières poubelles dans lesquelles on investit de moins en moins, qui sont décriées par les autorités, que par ailleurs, ces filières poubelles, et c'est pas un hasard si on les met si on les envoie à Charleroi, enfin voilà, je veux dire, on n'a pas non plus de volonté très très forte de bien les installer. Ces filières poubelles sont en plus de plus en plus elles-mêmes prises dans des logiques où elles essaient d'aller vers une espèce d'excellence, vous savez que c'est le terme à la mode, où pour finir, elles abandonnent complètement même leur logique d'ouverture sociale. Et donc là je pense qu'il y a vraiment un enjeu, quelque chose à faire pour éviter cette mise au pas et garder les petites infractuosités, les trucs qui font qu'on a quand même des miraculés dans le système. Merci. Alors, à moins que François ait peut-être quelque chose à dire sur l'exposé de Renaud. Non, en fait, Renaud est vraiment spécialiste des questions belges. Ouais, en fait, si vous avez des questions par rapport au Québec, moi j'ai bossé un peu avec Renaud sur la question de la mobilisation en Belgique, mais je pense que comme je le disais d'entrée de jeu, c'est vraiment lui qui est le plus calé dans cette question-là. Moi j'ai plus global sur le phénomène d'intériorisation de l'économie du savoir chez les leaders étudiants, les problématiques de mobilisation, tout ça, mais non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. En fait. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Olivier. Bonjour, merci à tous merci à vous deux pour vos interventions. Moi, je suis étudiant en Polytechnique, où il y a un examen d'entrée, et en tout cas, le bureau étudiant en Polytechnique a fait une étude par rapport à quel est l'impact de cet examen d'entrée sur justement la mixité sociale que nous on a dans nos études de Polytechnique. Et il se fait que ça a été, bon ça je n'ai pas les chiffres en tête, mais il se fait que ça a été démontré que les études de Polytechnique sont plus mixtes socialement que les études où il n'y a pas d'examen d'entrée en termes généraux. Du coup, je voulais avoir votre point de vue sur l'examen d'entrée, peut-être pas juste en politique. Je sais que tout le monde diabolise l'examen d'entrée comme étant quelque chose qui empêche les gens qui n'ont peut-être pas le background en sortant du secondaire de pouvoir accéder aux études secondaires. Maintenant, les statistiques, visiblement chez nous, le démentissent. Du coup, j'aimerais bien avoir votre avis, Monsieur Mas, sur la question en Belgique et éventuellement votre avis, Monsieur Fecteau, sur comment ça se passe au Québec. Je ne sais pas du tout s'il y a des examens d'entrée là-bas. Donc voilà. Merci. Donc, par rapport à la question de l'examen d'entrée, d'abord je voudrais rappeler un truc amusant, c'est que l'examen d'entrée de Polytech, il a été mis en place à la base parce que Polytech était la seule filière à laquelle on pouvait avoir accès sans jamais avoir suivi de cours de secondaire. Et la volonté de mettre en place cet examen d'entrée, c'était de permettre à des prolétaires un peu doués de comment accéder à la fac. Donc c'était à la base un outil de démocratisation scolaire. Ce qui est un truc un peu amusant, qui est un peu oublié dans l'histoire. Alors, je ne connais pas les détails de l'étude du bureau de Polytech, je connais les chiffres que moi j'ai eus à l'époque où j'ai pu être conseiller d'un président d'université polytechnicien, qui en fait m'avait
voulais montrer un truc qui est amusant, c'est qu'en termes de mixité sociale, effectivement, Polytech est plus mixte que certaines autres filières si on regarde les dernières années. C'est pas forcément le cas de la première, c'est plutôt un effet de normalisation progressive, c'est-à-dire en fait Polytech a fait un peu le tri en amont, ce qui est différent d'une ouverture. Donc ça c'est le premier élément, je serai un peu plus nuancé là-dessus. Et puis il faut aussi voir par rapport à quoi on compare. Parce que si on compare par rapport à la moyenne de l'université, on compare par rapport à des filières qui sont en moyenne effectivement beaucoup plus... enfin qui sont en moyenne plus élitistes, mais c'est assez logique dans la mesure où l'ensemble de l'université dysfonctionne par rapport à ça. Il faudrait comparer par rapport à des filières qui sont un peu plus ouvertes. Voilà, en sachant qu'en plus il y a des spécificités dans chacune des facultés et que chaque faculté a ses propres modes de régulation. Voilà. Alors par rapport à l'examen d'entrée comme filtre social ou pas comme filtre social, je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants à rappeler. D'abord, pour réussir l'examen d'entrée à Polytech, il faut avoir le niveau en mathématiques qui est très difficile à atteindre pour une grande partie des étudiants issus des écoles à faible indice PISA. Voilà, qui sont très importants, enfin on en a beaucoup sur le territoire et qui sont fréquentés par les gens issus des milieux les plus précaires. Ça c'est la première chose. Donc voilà, je veux dire, là je serais un peu... En fait ce qui se passe, c'est que l'examen d'entrée a une vertu, c'est qu'il homogénise le corps social à l'intérieur de la faculté. Il crée un sentiment de corps qui est très fort et qui explique en fait qu'après, il y a une solidarité entre les étudiants qui est très très forte et qui explique le maintien d'une certaine mixité sociale jusqu'au bout. Mais c'est une vertu de cet examen d'entrée qui est un peu un side effect, qui n'est pas volontaire. Et donc, si on devait généraliser les examens, le gros problème, c'est qu'il y a toute une série de populations qui pourraient juste tout simplement pas arriver à l'université parce qu'elles n'ont juste pas le niveau. Alors il faut trouver une solution par rapport à ça. Je n'ai pas de réponse facile. Il y a juste quand même deux éléments. C'est que moi j'ai interrogé pas mal de parents d'élèves dans le cadre de travaux que j'avais menés pour essayer de voir un peu si ce qu'on constate en région wallonne était vrai en région bruxelloise, en leur demandant, mais tiens, imaginez que votre gosse fasse une filière, qu'est-ce que vous imagineriez comme outil, etc. Oui, un examen d'entrée, et puis alors on leur demande, oui, et qu'est-ce qu'on fait s'il rate? S'il rate, il va travailler, quoi. C'est assez normal. Alors ça ne veut pas dire, parce qu'on rate juste un examen, qu'on n'a pas le niveau pour faire une filière, quoi. Donc c'est dangereux, ce type d'outils, parce que c'est aussi des outils où on mesure en one shot les possibilités de quelqu'un de faire ses études. J'ai un problème, je suis scientifique à la base, j'ai un problème avec ces types de mesures, quoi. C'est pas des mesures robustes, quoi. Voilà. Donc voilà. Je ne suis pas très favorable à ça, et alors je suis d'autant moins favorable au système d'examen d'entrée que maintenant, si on regarde un exemple parallèle à l'examen d'entrée de Polytech, qui est l'examen d'entrée en médecine en Flandre, là, il y a eu un effet effroyable depuis son introduction en termes de fermeture violente au milieu populaire. Donc en médecine en Flandre, maintenant, il n'y a quasi que... on arrive à des scores de 98% d'enfants universitaires en médecine, avec en plus une proportion hallucinante de 50% d'enfants de médecins. Donc là, il y a vraiment un problème. Donc voilà, après, comme j'ai dit, la grande vertu de cet examen d'entrée, c'est quand même les mécanismes de corporatisme universitaire qu'ils engendrent. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir autour de la communauté universitaire et du sentiment d'appartenance à la communauté universitaire. Il y a des choses assez fines à étudier là-dedans. Et une Polytech devient du coup une faculté particulièrement intéressante. En fait, au Québec, on n'a pas vraiment d'examen d'entrée. Il est plutôt question de contingentement. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle le cégep, qui est, disons, on a 2-3 ans à faire entre l'école secondaire.
et l'université. Donc, c'est l'espèce d'institution de zone tampon où tu vas faire ton diplôme d'études collégiales pour rentrer à l'université. Et donc, si tu veux rentrer en médecine, par exemple, tu dois avoir une cote de ce qu'on appelle la cote R. À l'époque, c'était une cote R de 33, 34, donc il fallait des A partout. Et donc, c'est comme ça un peu qu'on triait les étudiants sur le volet. Les étudiants sociaux comme moi, qui avaient des notes correctes, mais sans plus, pouvaient aller en sociaux s'ils voulaient. Donc, il n'y avait pas de contingentement à ce niveau-là. Mais une fois que tu te faisais accepter par l'institution, donc pas d'examen d'entrée. Donc, si tu voulais ta première année, tu coules ta première année, tu peux toujours continuer dans le système comme ça. Tu as un système d'aide financière aux études qui est relativement généreux, mais qui est à la traîne, qui te finance pendant 3-4 ans, qui t'aide à payer ton appart, ta bouffe, tout ça. Mais bon, le système d'aide financière aux études est plus un système qui est suffisant pour un étudiant pour survivre. Donc, c'est un peu la merde quand même. Donc, tu as 4 ans selon le nombre d'années d'études que tu as à faire. Et une fois que tu es à l'UNIF, tu te démerdes avec ton aide financière. Par contre, là, ce que je trouve pertinent de ta question, c'est de voir en fait l'examen d'entrée comme une frontière à l'accessibilité aux études et de voir comment est-ce qu'on peut interpréter des statistiques pour démontrer qu'une mesure publique est bonne ou mauvaise. Alors là, moi, dès qu'on parle d'interprétation statistique de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, je me méfie toujours. Je ne peux pas parler, évidemment, dans le cas des examens d'entrée ou des statistiques parce que je ne les connais pas. Par contre, je peux faire mention d'un cas ou deux au Québec où on utilisait les statistiques de façon très disgracieuse pour démontrer que les droits de scolarité au Québec ou la gratuité scolaire étaient potentiellement une subvention pour les riches. Donc, comment on a fait ça? C'est assez simple. C'est qu'on a réussi à démontrer que la hausse des droits de scolarité de 89 n'avait pas engendré de baisse de fréquentation scolaire. Donc, par rapport à la hausse de la population, par rapport au dégel de droits de scolarité drastique qui avait été fait en 89, on a fait les démographes et les spécialistes des questions d'accessibilité, qui se sont dit spécialistes, ce qui était souvent financé par des lobbies de droite, ont produit des études pseudo-expertes sur la question est-ce que le dégel de 89 a fait baisser la fréquentation scolaire au Québec? Et évidemment, la réponse c'était non. Le dégel des droits de scolarité n'a pas engendré de baisse de fréquentation. Donc, s'il n'y a pas de baisse de fréquentation scolaire, à quoi sert une politique de gel de droits de scolarité? On devrait faire payer tout le monde selon le coût de leurs études ou selon le revenu espéré à la fin des études. Mais après, si on regarde au-delà des chiffres, au-delà de l'aspect quantitatif, et qu'on se penche sur l'aspect qualitatif, c'est-à-dire d'où proviennent les étudiants qui sont restés dans le système, on s'aperçoit qu'il y a 30% de plus d'étudiants qui proviennent de couches sociales aisées. Donc, en surface, on n'y voit rien, mais dès qu'on regarde l'origine qualitative des étudiants, après, c'est là qu'on voit qu'effectivement, l'accessibilité aux études devient un phénomène qualitatif plutôt que quantitatif. Donc, après ça, ce qui explique le maintien du nombre d'étudiants dans le temps, il peut y avoir toutes sortes de facteurs, l'augmentation de la population, peu importe, mais au niveau qualitatif, ça affectait clairement. Et il y a des études qui ont démontré l'impact de la hausse des droits de scolarité en Ontario qui a engendré à peu près le même phénomène. Et donc, on s'est servi premièrement de cette stat-là pour dire, finalement, ça ne donne rien d'investir dans le gel des droits de scolarité ou dans la gratuité scolaire parce que c'est des coûts pour monsieur, madame, tout le monde. Et de toute façon, les pauvres, ils vont continuer d'y aller pareil. Et donc, à l'inverse, de façon très paradoxale, ces mêmes gens-là disaient tout le contraire avec d'autres statistiques pour démontrer encore une fois que la gratuité scolaire est une subvention pour les riches. L'autre statistique, c'était de faire une comparaison entre le Québec et l'Ontario. Donc, on disait finalement que si on regarde les statistiques entre le Québec et l'Ontario, entre les 18 et 25 ans, ceux qui fréquentent le plus les universités, on va s'apercevoir que le taux de fréquentation scolaire en Ontario est beaucoup plus élevé, alors que les droits de scolarité sont du double. Donc,
j'imagine qu'à ce moment-là, on peut certainement prétendre au fait que les droits de scolarité n'ont rien à voir avec l'accessibilité aux études, parce que si on se retrouve dans une province où on paye le double des droits de scolarité et que dans cette province-là, il y a encore plus d'étudiants qui fréquentent les universités, alors là, ça ne donne absolument rien d'investir dans une politique de baisse du minerval, de gel ou de gratuité scolaire. Donc, à quoi bon? Si on ne peut pas garantir l'accessibilité aux études des classes sociales les moins favorisées, donc pourquoi alors investir cet argent-là dans un gel? On pourrait plutôt l'investir dans l'aide financière aux études, dans des bourses qui promouvoient l'élite, dans toutes sortes de trucs, mais pas le gel de droits de scolarité, c'est inutile. Donc, ça crée tout ça une espèce de ce qu'on appelle en anglais le self-fulfilling prophecy, ou prophétie qui s'auto-réalise, c'est-à-dire qu'on finit par interpréter la réalité à partir des chiffres, faire parler les chiffres pour en arriver à un constat d'échec. C'est-à-dire que les efforts qu'on a faits dans les dernières années en termes de jeunes de droits de scolarité n'ont rien donné, et voilà pourquoi on a des statistiques. Donc, si les efforts qu'on a faits n'ont rien donné, parce que les pauvres n'ont pas réussi à s'intégrer au système universitaire, alors à quoi bon de continuer d'investir cet argent-là pour que les pauvres continuent d'y aller? En fait, on fait juste conclure sur l'échec plutôt que de s'interroger vraiment sur les causes des inégalités sociales au sein des universités. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci. Rachel? Oui, moi je me demandais s'il existait un pays dans le monde, vu que là on est à l'international, qui avait un système qui fonctionnait bien au niveau de la précarisation et de l'accès aux études. Et puis, à partir peut-être de cet exemple-là, quelles seraient les mesures concrètes que la Belgique doit apporter, pour faire en sorte que l'accès aux études soit beaucoup plus aisé? Mais donc, en fait, le grand problème, c'est que c'est quasi impossible de répondre honnêtement à cette question. Parce qu'il n'existe pas de système parfait. Mais il existe des systèmes certainement moins pires. Alors, je pense honnêtement qu'un des meilleurs systèmes en matière d'accès à l'enseignement supérieur reste le système finlandais, pour plein de raisons. Notamment le fait que la société finlandaise elle-même est nettement moins inégalitaire que la société belge. Et ça, évidemment, on ne sait jamais ce qui s'est passé la poule. Hein. Voilà. Par rapport aux mesures très concrètes à apporter, par contre, il y a quand même des évidences. Il y a des évidences, et la première évidence, c'est qu'il faudrait quand même un jour qu'en Belgique, au-delà de la question communautaire, on se pose la question de savoir ce qui fait sens. Est-ce que ça fait sens d'avoir une bourse de 400 € qui suffit à peine à payer les livres du premier semestre? Non, voilà. Donc, bêtement, une augmentation du niveau des bourses d'études, ce serait déjà une mesure, mais c'est une mesure de bon sens. Et le problème n'est pas tellement qu'on n'aurait pas les moyens de le faire. Le problème, c'est que notre structure institutionnelle est tellement délirante qu'on préfère s'engueuler entre flamands et francophones pour savoir comment on ne va pas refinancer les communautés, plutôt que de se poser la question de savoir comment en fait tout le monde pourrait mieux vivre. Autre mesure qui me semble assez évidente et qui là est très concrète aussi, c'est un moment de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on oblige les institutions à prendre à bras-le-corps la question sociale en obligeant, parce que maintenant je finis par renoncer au mythe illusoire d'une bonne volonté des recteurs en la matière, en les obligeant à faire un suivi des populations. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on n'a même pas les stats, année par année, de qui va à l'université, quelle est son origine sociale, etc. On est un des rares pays au monde, je pense qu'en fait, à part nous, dans les pays développés, à part nous, il y a la Grèce qui pendant 2 ans a eu un petit souci. Sinon, on est le seul à ne pas avoir de suivi généralisé, centralisé des statistiques liées à la vie étudiante. On n'a pas ça. On n'a pas ça
ça, pourquoi? Parce que la plupart des bases de données sont la propriété des institutions universitaires qui le versent dans une SVL opaque, qui est toujours opaque, qui est le CREF, le Conseil des recteurs. Et ça reste là, quoi. Voilà. Et de temps en temps, ils autorisent un chercheur qui finit par devenir vice-recteur d'une institution ou directeur de département d'une institution à faire une étude qui démontre que finalement c'est quand même la faute du secondaire ou d'une réforme du secondaire que je liais des problèmes d'échec à l'université. On est très très loin d'un système transparent et là je crois que c'est... Mais c'est juste, là c'est même pas... C'est en amont même des mesures pratico-pratiques, c'est déjà pouvoir établir le constat quoi, de manière précise. Et ça c'est vraiment un problème. Du coup on en vient finalement à devoir s'appuyer sur les travaux menés qui sont de bonne qualité, hein, c'est pas ça, mais commun, par les bureaux étudiants de Polytech pour évaluer l'efficacité d'un examen d'entrée quoi. Et c'est pas ça, hein, c'est chouette que les bureaux étudiants Polytech fassent des travaux, enfin, c'est quand même absurde qu'on n'ait pas une mesure d'impact à plus long terme, etc. Donc ça, vraiment, hein, ça c'est un truc très très concret, je pense qu'à un moment, il faudrait que le législateur dise « Maintenant, c'est fini de rire, on fait une base de données centralisée, et vous arrêtez de déconner. » Et on objective. Ça serait déjà le premier pas pour aller vers des mesures beaucoup plus structurelles. Sinon, voilà, je veux dire, de manière très concrète, on a un niveau d'intervention dans les aides sociales qui est pathétiquement bas, et c'est lié au fait qu'on sous-finance ce domaine-là, parce qu'on a la communauté française de Belgique qui est sous-financée. Voilà, donc à un moment, il faudra aussi, mais bon, je sais bien que dire ça, c'est on va appeler à ce que Père Noël descende dans les cheminées, c'est la même chose, hein. Mais sortir un moment de cette logique purement communautaire, ou pire encore des logiques régionalistes qui sont encore à la limite plus ridicules, pour se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui fait sens par rapport à la vie des gens mais par rapport à ça, justement, il y a un enjeu terrible, hein, parce qu'on parle de mobilisation étudiante aussi ce soir. Il faut quand même rappeler que s'il y a eu un moment de refinancement de la communauté française, c'est pas parce que les recteurs vont pleurer dans la presse pour obtenir quelques millions d'euros, hein. C'est parce qu'il y a eu des milliers d'étudiants dans les rues, des milliers d'étudiants, des milliers d'enseignants, des milliers d'élèves dans les rues, qui à un moment ont gueulé, que ça fait une pression sur les politiques, et qu'à un moment il n'y a eu plus de choix que de faire quelque chose. Donc, je veux dire, il y a aussi un rôle majeur là du mouvement étudiant. Si à un moment il y a eu les accords de refinancement de la communauté française, c'est grâce aux étudiants. Donc il y a aussi là, à mon avis, des nouveaux combats à ouvrir face aux différentes mesures qui sont annoncées, qui sont des mesures d'austérité, sur des budgets qui sont quand même déjà complètement exsangues. Donc voilà. D'ailleurs, tiens, je rebondis, comme on n'est pas très nombreux, je voulais juste dire un truc par rapport à la résistance étudiante des années, de la fin des années 30, début des années 40. Et en particulier de la résistance des étudiants de l'ULB. En fait, il y a un truc terrible, c'est que les étudiants de l'ULB ont mené en 1941 une des plus belles expériences sociales qui ait jamais été menée en termes de démocratisation de l'accès à l'université. Après la fermeture de l'institution, fermeture qui, je vous rappelle, en fait est suite à la volonté du conseil d'administration de ne pas se faire imposer un professeur, après que l'ULB ait déjà accepté d'exclure tout son corps enseignant juif, ou étiqueté comme juif. D'ailleurs, il y a eu une réunion très drôle, le président du conseil d'administration a expliqué aux enseignants que pour leur bien, il fallait quand même qu'ils acceptent la sanction de leur exclusion. Vous comprenez bien, pour votre bien et pour le bien de l'alma mater. Donc l'acte de résistance, c'était de dire on ne veut pas d'un flamingant, parce que nous sommes nationalistes. C'était ça l'acte de résistance du CLULB. Donc voilà, ça permet de reconsidérer certaines grandes théories. Là où il y a eu vraiment un truc formidable, c'est qu'après la fermeture, les étudiants ils ont quand même décidé qu'ils continuaient à avoir cours. Et là, il y a eu des trucs amusants. Il y a eu des cours auto-organisés par les étudiants, dans lesquels ils ont fait venir les élèves de la ville de Bruxelles. Ils ont organisé des trucs avec ce qui est, en fait, ce qui était déjà à l'époque les arts et métiers. Donc l'enseignement technique. Et en fait, si vous regardez bien, c'est un truc assez dingue, mais il y a une partie du corps enseignant qui donnait cours ici dans les années 60, qui était prof du NIF, et qui venait des arts et métiers, et qui a validé son diplôme après la guerre, parce qu'en fait, ils avaient été formés
donc c'était des enfants de prolo, des vrais enfants de prolo. Ils avaient été formés par des étudiants communistes, faut-il le préciser, en 1941, suite à la fermeture de l'ULB, par ces cours d'auto-formation. Donc, voilà, ça c'est un bel engagement étudiant, et qui prouve qu'il y a peut-être aussi des pratiques. Évidemment, on n'est pas dans un contexte aussi dramatique, heureusement, et tout ça, mais il y a peut-être aussi des pratiques à réinventer dans le mouvement étudiant en termes d'ouverture vers la cité, comme on aime dire à l'université, parce qu'il y a l'université et la cité. Il y a peut-être des trucs là à faire, et bon voilà, je vais pas parler de Molenbeek et de l'intérêt que des étudiants de l'UNIF aillent auto-organiser des cours universitaires à Molenbeek, mais je trouverais que ce serait des trucs amusants à faire. Mais, voilà. Et puis il y a des structures sympas comme des universités populaires qui peuvent venir en soutien, mais là je vais vraiment m'arrêter parce que je deviens dangereux. Donc la question c'était sur si un pays idéal, c'est ça? J'aimerais vous parler en fait du mouvement étudiant de 1942. En fait, je pense que je suis assez d'accord avec Renaud du fait que je pense pas en ce moment qu'il y a nécessairement un pays qui ait un système d'enseignement supérieur idéal. Encore faut-il définir qu'est-ce qu'un système d'enseignement supérieur idéal et selon quels critères. Donc, si on prend par exemple mon dada qui est la question des droits de scolarité, on peut clairement, si on ne peut pas identifier les meilleurs, on peut identifier ceux qui prennent des tendances catastrophiques. Donc, on peut déjà identifier l'Angleterre qui avait de la gratuité scolaire ou presque dans les années 90, et aujourd'hui, l'Angleterre, c'est la catastrophe. On parle de 10 000 livres sterling dans certains domaines, et ils ont totalement modulé les droits de scolarité selon le coût ou le revenu espéré des études. Il y a eu le même phénomène en Australie, en Nouvelle-Zélande, et je pense qu'un des pires pays en termes de tendance, c'est le Japon. Donc, si on peut nommer des noms à ce niveau-là, sans prendre 3 bières, je pense que déjà on peut nommer ces pays-là. Par contre, il y a des pays comme l'Allemagne qui prennent des décisions étonnantes qu'on a pris plaisir à assister dans le temps du mouvement de 2012. L'Allemagne qui est revenue sur une hausse des droits de scolarité, dont je ne sais pas les détails, mais qui est revenu sur des mesures de droite qui ont pris dans le passé et qui ont mis un frein, qui ont dit « Oh là, il faudrait peut-être pas aller trop loin dans ce sens-là ». Moi, j'ai quand même été, je veux dire, je ne considère pas que la Belgique est un pays parfait à ce niveau-là, mais quand on compare, par exemple, les politiques publiques en enseignement supérieur en Amérique du Nord versus ce qu'on trouve dans les pays comme la Belgique ou la France ou l'Allemagne, c'est des droits de scolarité relativement bas. Et moi, je suis étonné comme étudiant étranger qu'au doctorat, on ne charge pas de droits de scolarité. C'est la gratuité scolaire. C'est quoi? C'est un ticket de stationnement à 32 € par session d'automne. Et en fait, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il n'y ait pas de politique d'immigration ou qui facilite les doctorants qui finissent leur diplôme pour passer, dans le fond, pour immigrer en Belgique, pour ensuite contribuer au système a posteriori. Donc, une fois que tu finis ton diplôme, ton doctorat, tu n'as pas payé de droits de scolarité, mais tu n'as pas non plus de mesures qui facilitent ton immigration dans le pays d'accueil. Donc ça, c'est quand même des politiques étonnantes qui font que la Belgique va charger des droits de scolarité très faibles au niveau de l'enseignement supérieur. Au Québec, par contre, ce qu'on a, c'est un bon système d'aide financière aux études. Du moins, on en avait un bon, mais on l'a mis de côté dans les 10, 15, 20 dernières années. Donc maintenant, on s'assoit un peu sur nos lauriers et on fait très peu de choses. Mais en gros, on suit les grosses tendances lourdes des États-Unis, de l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, Japon. Et c'est sur ce paradigme-là dont on s'appuie. Donc, je pense que plutôt que de se demander qu'est-ce qui est le système d'enseignement supérieur idéal, d'essayer de pointer jusque fond les pires et d'essayer de renverser la tendance parce qu'elle est plutôt lourde. Merci. Tu veux rondir? Juste un élément par rapport au coût de la scolarité en Belgique, il y a quand même 2 éléments qui sont importants de prendre en compte. C'est que finalement, comme on a déjà fait un écrémage assez important, on a un système qui a ce paradoxe assez incroyable d'être financièrement accessible et très inaccessible en lui-même.
c'est un truc assez amusant, on a relativement peu d'examens d'entrée, on n'a pas de frais de scolarité très élevés, et puis pourtant on est un des systèmes les plus inégalitaires. Mais donc c'est bien que le système de ségrégation s'opère à un autre niveau, et c'est pour ça que la question pédagogique mérite d'être posée, reposée et reposée encore. Deuxième élément, il y a quand même une petite spécificité violente à la Belgique, c'est qu'on a des coûts indirects liés aux études qui sont particulièrement élevés quand même, notamment en termes de loyer. Ça c'est quand même très belge. Voilà. Et ça on oublie souvent de les prendre en compte. Mais en fait une année d'études est quand même assez chère au total si on compte l'intégralité de ce que paye un étudiant en Belgique. C'est quand même, on est à un niveau un peu plus élevé par exemple qu'en France, pour prendre un exemple très concret. Or en France, si vous lisez tous les politiques, sauf évidemment de l'extrême droite et une partie de la droite, enfin une partie d'extrême droite qui se dit de droite, sera d'accord. Tous les autres, enfin ceux qui restent républicains, seront d'accord pour dire que le coût des études est trop élevé. Donc il y a aussi une vieille tradition française. Voilà, nous en Belgique, on trouve que c'est un prix tout à fait raisonnable aussi sur l'ensemble des coûts. Donc voilà, mais de nouveau aussi, on a toujours des problèmes lorsqu'on arrive avec les coûts indirects, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les coûts indirects qui soient vraiment fiables, qui soient menées à large échelle, et il n'y a pas de volonté d'en faire. En fait, la politique belge, je suis désolé, la politique belge, c'est vraiment l'autruche, quoi. On essaie de ne pas voir ce qui se passe, quoi. Et puis on va droit dans le mur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon je vais poser une dernière question pour conclure la soirée. Personne? En tant que conclusion, est-ce qu'alors les changements profonds par rapport au problème de financement et de solidarité, de financement pour une précarité des études, est-ce que la seule solution, ça reste la rue et les étudiants? Tu veux répondre pour conclure? Ça te dérange si je te pose une dernière question? Écoute, je vais te poser encore une question, comme ça tu répondras à tout le monde d'un coup, et toi aussi parce que ça te concerne. Alors en fait, je suis en train de lire un livre très intéressant de David Graeber, qui est un intellectuel assez connu, vu que là je vois que je suis surtout entre camarades, qui a pas mal étudié la question de la dette et aussi récemment de la bureaucratie. Et en fait, dans ce livre-là, il explique notamment une espèce d'obsession pour finalement le fait d'avoir un diplôme. Il appelle ça la diplomanie. Et il explique que ça, et aussi finalement aussi la bureaucratisation de la société, a joué un grand rôle dans la création d'inégalités. Il explique notamment que c'est le fait d'abord de devoir absolument avoir un diplôme qui fait que même dans des métiers où auparavant c'était surtout une question de pratique et d'art, eh bien il faut maintenant un diplôme. Et aussi le fait que il y a une espèce de lobbying à la fois des sociétés de crédit et des corporations, on va dire, liées à des métiers, qui font pression sur l'État pour que l'État oblige d'une certaine manière à ce qu'il y ait justement un diplôme pour pouvoir travailler dans une certaine discipline. Et ça provoque, il explique, un endettement des étudiants. Alors je me permets de citer quand même, parce que c'est la fin de la soirée et puis j'ai envie. Donc il dit « Quiconque a fait un 3e cycle universitaire le sait bien, ce sont justement les enfants de la catégorie cadre supérieur et professions spécialisées, les moins en manque de soutien financier au vu des ressources de leur famille, qui savent le mieux naviguer dans l'univers paprassier permettant d'obtenir des aides. Quant aux autres, ces années de formation ont pour effet principal de les accabler d'une dette d'études si colossale que par la suite, une fraction substantielle de leurs revenus professionnels sera aspirée chaque mois par le secteur financier. Dans certains cas, les nouvelles obligations de formation ne peuvent être considérées que comme des arnaques pures et simples. Par exemple, les sociétés de crédit et les entreprises capables de monter des programmes d'études font pression ensemble sur l'État pour exiger que tous les pharmaciens aient désormais l'obligation de passer un examen de qualification supplémentaire. Des milliers de personnes qui pratiquaient déjà cette profession sont alors contraintes de suivre les cours du soir. Or, on sait que beaucoup ne pourront les payer qu'en contractant un prêt d'études à intérêts élevés. En agissant ainsi, les sociétés de crédit s'attribuent de facto, par voie législative, un pourcentage des futurs revenus de la plupart des pharmaciens. Alors je voulais savoir si tu avais déjà un petit peu étudié ce sujet-là, est-ce qu'on voit aujourd'hui, justement, une question de précarité, un endettement finalement des étudiants belges. Et pour toi aussi, une question qui est un peu liée à la question de la bureaucratie. Dans les mouvements étudiants québécois, est-ce que tu as constaté finalement une espèce d'essoufflement avec la création d'une bureaucratie au niveau des groupes étudiants, où tu vois finalement des leaders qui prennent le pouvoir et des gens qui, dans la base, on va dire, délaissent un peu la pratique, etc. Et voilà.
accès à la question de HL, ce serait... Je commence par le mouvement étudiant. En fait, il y a eu toutes sortes de phases dans le mouvement étudiant québécois. Il y a eu la phase des années 60-70, où c'était un peu la naissance, la structuration du mouvement étudiant, où les assos étudiants du Québec prenaient position sur, par exemple, la guerre dans les années 70, la guerre au Vietnam, par exemple, ou des positions contre le militarisme, ou des positions très larges dans l'ensemble de la sphère sociale. Au-delà des enjeux très larges qui étaient développés par les assos étudiantes, la grève était souvent le moyen de pression qui était déclenché par réflexe. Donc, il y a eu une espèce de période, si on peut appeler ça une période d'âge d'or au niveau du Québec, qui est le milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80, où le mouvement étudiant était moins en phase défensive qu'en phase offensive. Donc, il y avait une organisation étudiante pour l'ensemble des étudiants d'enseignement supérieur au Québec qui s'appelait l'ANEC, qui représentait tous les établissements. Donc aujourd'hui, si on veut, au niveau national, au niveau provincial, au Québec, tu as trois grandes cellules. Donc tu as l'AC, qui est le mouvement qui prend la gratuité scolaire, qui est un peu que tout l'héritage du militantisme de combat de l'ANEC, donc qui axe son mouvement sur les grèves et qui ne veut pas jouer la game du lobbying, donc le jeu de couloir, la représentation avec le gouvernement. Donc l'AC, jusqu'à tout récemment, refusait de s'asseoir avec le gouvernement et de participer aux campagnes électorales. Et tu as le mouvement des associations Pancampus qui sont représentées par la FEC et la FEUC. Et jusqu'à tout récemment, parce que la FEUC est morte l'année passée, donc il y a un nouveau mouvement étudiant au Québec, une nouvelle association qui va naître sous peu. Mais tu as tout ce mouvement-là qui est issu des fédérations, qui est dû à l'échec des grèves des années 80. Donc à la fin des années 80, les associations étudiantes au Québec se sont réunies et ont fait le constat que les grèves étudiantes, ça ne marche pas parce qu'on en a trop perdu et maintenant il faut faire du lobbying, il faut se rapprocher du gouvernement, il faut axer nos enjeux sur des trucs plus pointus. Donc en gros, il faut s'asseoir aux tables de concertation pour s'obstiner à savoir il faut placer la virgule à quel moment dans le texte. En gros, c'est ça. Donc, d'essayer de faire augmenter tel chiffre, d'avoir telle bourse, d'avoir tel truc. Donc, d'avoir vraiment d'axer les revendications sur des petits gains concrets qui ensuite vont favoriser le sentiment identitaire de la corporation, qui ensuite va pouvoir recruter plus de membres au nom de ces gains-là. Et au nom de plus de membres, on va pouvoir faire plus de représentation auprès du gouvernement pour aller chercher plus de gains. C'est comme ça que le mouvement étudiant du Québec s'est enfoncé dans les années 90. Jusqu'en 2001, où il y a eu le sommet des Amériques, donc mouvement altermondialiste qui s'est réuni à Québec, donc les grandes manifestations, et ça redonnait un peu vie au mouvement, et on est reparti avec la grande grève de 2005. Donc notre printemps érable avant 2012, c'était 2005, donc une grève de 2 mois, le carré rouge, tout y était. Mais après, depuis les 10 dernières années, en fait, c'est cyclique au Québec. On a des grosses grèves. Ensuite, le mouvement s'essouffle et ça repart. Sauf qu'on a encore un problème, en fait, c'est le problème structurel de base, c'est qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui développent un regard global sur l'ensemble des tendances lourdes en termes de politique publique qui concernent ou qui suivent le cadre de l'économie du savoir. Donc, on va sortir dans la rue à coups de gel des droits de scolarité, mais le reste, on s'en fout un peu. Donc, c'est le gros problème des assos étudiantes à l'heure actuelle. Merci. Alors, 3 éléments importants. Premier élément, sur la question de l'endettement des étudiants en Belgique, c'est un phénomène relativement nouveau. Il était déjà bien connu en France, il était déjà bien connu en Allemagne, sous d'autres types de modalités d'ailleurs. Ça commence à apparaître en Belgique. On n'a pas encore d'estimation d'ampleur. De nouveau, la grande difficulté en Belgique, c'est qu'on n'a souvent pas de données. Mais il y
y a des formules de prêts étudiants qui sont disponibles dans n'importe quelle banque aujourd'hui, et si elles existent, c'est qu'elles répondent aussi à un moment à des réalités qui sont en train d'apparaître. Voilà. Dans les rapports qu'on a des centres de médiation de dette sur Bruxelles, on voit que la population étudiante commence à devenir significative, donc entre 5 et 6% des publics. Voilà. Deuxième élément, ce qui est dit par David Graeber est intéressant sur le fétichisme du diplôme, c'est comme ça que Bourdieu l'appelait. Je crois pour ma part qu'il faut faire très attention à ce discours qui laisse un peu à croire qu'il y a eu une époque bénie où les gens pouvaient avoir accès à des fonctions supérieures dans les boîtes par une espèce de force de la volonté. En fait, c'était aussi quand même le règne d'un certain arbitraire et une soumission qui était assez violente aux règles internes des boîtes. Parce que pour pouvoir monter à l'intérieur de l'entreprise, il fallait vraiment se conformer. L'avantage, c'est que si le niveau où vous rentrez dans la boîte et il y a un diplôme, c'est que vous ne devez pas vous conformer aux règles internes à une boîte. Donc, moi, je suis toujours un peu nuancé et angoissé par rapport à cette idée comme ça, oui, dans les années 60, vous savez, c'était finalement les capacités des gens, etc. Voilà, je serai moins assertif. Un élément qui est important par contre, c'est qu'il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des effets de translation de titres, donc on demande des titres de plus en plus élevés pour faire des fonctions, des fonctions qui avant ne nécessitaient pas ces trucs-là, mais c'est en fait lié à un mécanisme complet de transformation du monde du travail, où on demande des gens ayant des compétences extrêmement importantes pour faire des tâches les plus abrutissantes. Et c'est lié à quoi? C'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas assez d'emplois, quoi. Et donc, on est arrivé à un stade où le marché du travail en Belgique, c'est vrai pour la plupart des pays européens, est complètement saturé, et on trouve comme ça des espèces d'effets, des subterfuges qui sont, par exemple, augmenter les exigences en matière de niveau de diplôme. Et donc ça renvoie à une question beaucoup plus fondamentale, qui est comment on réorganise le monde du travail, le monde de l'emploi, etc. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on surproduit des intellectuels. On surproduit des intellectuels, c'est-à-dire en fait, on diplôme beaucoup plus d'intellectuels que le marché du travail sait en absorber. Alors, d'après Bourdieu, c'était une de ses grandes notions à l'université de Todai, c'était de dire qu'en fait, c'était très bien, parce que c'est ce qui crée les chocs, les révolutions à l'intérieur des systèmes, et que finalement, c'est ce qui permet à la société d'avancer. Il dit d'ailleurs que c'est parce que les universités japonaises ont produit trop d'intellectuels par rapport à ce que la société traditionnelle japonaise pouvait absorber, qu'à un moment le Japon a pu quitter la féodalité. Et puis il dit 68 c'est aussi finalement un effet lié au fait qu'on produisait trop d'intellectuels à un moment. Enfin, voilà. On peut prendre un autre exemple. Fondamentalement, c'est parce qu'il y avait trop d'intellectuels pour occuper des postes dans les fonctions intellectuelles qu'à un moment, il y a des journaux qui ont été créés au XIXe siècle, comme la Nouvelle Gazette rhénane, où un certain Karl Marx, qui avait renoncé à faire carrière partout ailleurs parce qu'il ne voyait pas trop comment il aurait pu obtenir une place, surtout après l'exclusion des ingénieurs de gauche de la plupart des universités allemandes. Mais voilà, c'est comme ça que Karl Marx a commencé, et si il n'avait pas été embauché comme journaliste dans un truc qui avait plus ou moins négocié, où il avait magouillé et un peu menti à des industriels, mais bon, voilà, c'est la force des intellectuels, c'est aussi de savoir ruser parfois et d'avancer masqué. Il n'y aurait jamais eu toute une théorie là qui a, à mon avis, été porteuse de certaines transformations sociales pour le meilleur et parfois, malheureusement, pour le pire. Mais bon, ça c'était qu'ils avaient mal lu. Et donc, par rapport à ça, enfin, voilà, je pense aussi qu'il y a des effets intéressants liés à la massification la plus large possible, l'accès le plus large possible au savoir. Donc, il faut faire attention au discours sur... parce qu'on peut vite arriver à un plaidoyer, finalement, à une limitation d'accès qui serait, à mon avis, problématique. Et dernier élément que je voulais juste dire par rapport à comment organiser, finalement, la transformation de l'université, comment décrocher de nouveaux acquis, est-ce que c'est uniquement dans la rue? Oui, c'est uniquement dans la rue.
Donc moi je crois pas que les choses arrivent par miracle. Je crois qu'un rapport de force, ça s'installe et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens efficaces pour installer un rapport de force à part de faire masse et de montrer qu'on est une masse. Voilà. Mais on peut me donner des contre-exemples, hein, mais j'en connais très très peu. Et ça passe par aussi des stratégies d'alliance avec des gens qui sont pas forcément, qui auraient dû être à l'université, mais qui ne sont pas forcément. Ça passe aussi voilà, avec des connexions à ce qu'on appelle parfois pompeusement le mouvement social. Quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin, qui fait une sorte de plaidoyer pour aussi une forme de résistance.